Août 1971. Un avion chinois qui s'enfuit précipitamment de Pékin s'écrase au-dessus de la Mongolie, en route pour l'Union soviétique. Les décombres de l'appareil, retrouvés par la police mongole et les experts du KGB dans le petit village d'Ondorkhan, restent muets autant que Moscou et Oulan-Bator. Mais beaucoup plus loquace, après un temps de silence embarrassé, la Chine populaire n'hésitera pas à confirmer que l'avion transportait bien le maréchal Lin Piao, numéro 2 du régime et successeur désigné du président Mao, son épouse Ye Chun, qui avait elle aussi été cooptée au bureau politique, son fils aîné et quelques familiers. Le chef de l'armée populaire de libération aurait ainsi tenté désespérément de se réfugier chez les frères ennemis de Moscou après l'échec d'une tentative de renversement ou d'assassinat du président Mao, qui se serait produite vers le mois de juin 1971. L'Union soviétique elle-même ne démentira jamais, ni ne confirmera pleinement, cette version officielle chinoise. Mais en 1993, Mongols et Russes ont laissé entendre à un journaliste d'investigation australien que les restes des passagers de l'appareil avaient été identifiés comme étant bel et bien ceux du maréchal et de sa suite. Si ce mystère est peut-être éclairé, tout le reste de l'affaire demeure nimbé d'incertitudes et de demi-vérités, malgré la glasnost soviétique et malgré l'ouverture progressive de la Chine. Il nous faut donc reprendre l'enquête pas à pas. Et tout d'abord, se poser la question, quelle est la personnalité du maréchal Lin Piao lui-même? Lin Piao est l'un des 10 maréchaux de Chine, nommés par Mao après la victoire de la révolution communiste en 1949. Ce fils de mandarin riche passe pour l'un des tout meilleurs officiers de l'armée rouge chinoise. Formé directement par le futur chef du Kuomintang, le maréchal Chiang Kai-shek, à l'académie militaire de Whampoa, Lin passe du nationalisme de gauche au communisme à la fin des années 20. Grièvement blessé au combat contre les Japonais en 1938, il est soigné pendant près de 3 ans à Moscou. Là, il rencontre Staline, qui le tient en haute estime. Il se retrouve de 1943 à 1945 à Chongqing, capitale provisoire de la Chine non occupée, en ambassadeur de son nouveau maître, Mao, auprès de son ancien maître, Chiang Kai-shek. À la Libération, il dirige avec sa 4e armée de campagne les opérations victorieuses en Mandchourie, qui ouvrent la route de Pékin à Mao. Mais les années 50 ne lui sont guère favorables. Le parti le trouve trop cassant, trop traditionnellement militaire, et le Premier ministre Chou En-lai pousse en avant son rival, le brillant et bouillant Peng Dehuai, qui lui souffle le commandement effectif des opérations en Corée à partir de 1950 et le poste de ministre de la Défense. À cette époque, des témoins contemporains décrivent Lin Piao comme malade, aigri et même dépressif. Il va pourtant bientôt sortir de sa mélancolie. Alors que Peng lance le signal d'alarme, après l'abominable famine consécutive au grand bond en avant de Mao de 1958, jetant à la face du président qu'une armée d'affamés ne pourra plus défendre la Chine, Lin Piao, qui attendait sa revanche, se range inconditionnellement derrière le chef. Lui qu'on voyait à mi-chemin entre mandarin et maréchal soviétique, se rue sur son rival, exalte l'énergie paysanne contre la technologie inutile, la direction par le parti contre les velléités d'autonomie de l'armée. Le voici ministre de la Défense, remplaçant Peng Dehuai, destitué en 1959. Ce premier forfait va en entraîner un second. Mao est en effet de plus en plus isolé face à une majorité de dignitaires pragmatiques qui ne sont pas très loin de le tenir pour un demi-fou. Lin Piao sait qu'une défaite de Mao scellerait son sort. Aussi va-t-il prêter la main à ce dernier et organiser avec une armée toute dévouée au pouvoir personnel de Mao le véritable coup d'État qui s'effectue à l'automne 1965 contre la majorité du bureau politique. La révolution culturelle commence, une véritable insurrection de la jeunesse prend forme au nom de la pureté révolutionnaire. Chang Qing, l'épouse de Mao, en devient la grande prêtresse et Lin Piao semble en être l'un des principaux instrumentistes. Mais est-ce bien sûr? Comment évolue Lin Piao pendant la révolution culturelle? En apparence, Lin Piao est le disciple aimé du président, toujours prêt à adopter une attitude pleine de déférence et de soumission mielleuse. C'est encore Lin Piao qui préface le petit livre rouge, brandi par des millions de Chinois fanatisés, qui théorise dans un article célèbre une guerre du peuple universel. Pourtant, les choses sont peut-être un peu plus complexes qu'il n'y paraît.
Dès la fin 1967, la Chine est en effet en proie à un chaos complet qui menace l'unité du pays. Progressivement, Lin Piao engage l'armée dans le rétablissement d'un certain ordre public, approuvé en apparence là encore par Mao, qui abandonne à la répression militaire les plus anarchistes de ses partisans. Avec le 9e congrès du parti de l'automne 1969, la remise en ordre se poursuit, mais son principal stratège n'est plus Lin Piao, mais le Premier ministre Zhou Enlai, le vieux rival civil du maréchal. Pourquoi? Dès ce moment, des négociations secrètes menées par Zhou Enlai ont commencé entre Pékin et Washington. Et au même moment, sur les confins soviéto-chinois, l'armée non technicienne tant vantée par Lin Piao a pris, en septembre 1969, une monumentale raclée face aux gardes-frontières soviétiques. Le prestige de l'armée en est d'autant diminué. Plus qu'à la guerre du peuple de Lin Piao, Mao songe déjà, comme Zhou Enlai, à la possibilité d'une alliance de revers avec les Américains pour contrer les pressions de Moscou. Quel est alors le rapport de force entre Mao et Lin Piao? Mao, en pervers consommé, mais de moins en moins en mesure de diriger effectivement le pays, a désormais deux fers au feu. Sur sa droite, il ménage Zhou Enlai, qui souhaite une fin rapide de la révolution culturelle, mais sur sa gauche, il continue également de protéger son épouse, Chang Qing, et ses troupes culturalo-estudiantines. Lin Piao est un adversaire du premier, Zhou Enlai, auquel il reproche sa complaisance envers les Américains, mais il est aussi un adversaire de la seconde, Chang Qing, dont il déteste les violences gauchistes. Ses idées de reprise en main contre les étudiants et d'apaisement avec Moscou ne peuvent être agréées par Mao. Dès lors, les choses vont aller très vite. En décembre 1970, Mao invite officiellement Nixon à Pékin, alors que la guerre du Vietnam fait rage. 3 mois plus tard, en mars 1971, selon des sources proches du pouvoir à Pékin, Lin Piao aurait tenté de soulever l'armée contre Mao et notamment de fomenter un attentat contre le président lui-même, affublé du nom de code fabuleux et presque comique de B-52. L'information n'est qu'à moitié vraisemblable, puisque Lin Piao est encore visible dans une manifestation en juin. Mais peu après, un éditorial du quotidien du peuple qui exhorte l'armée à la discipline signale la crise. C'est en juillet que l'étau se resserre en fait autour du maréchal, et c'est en août qu'il semble bien avoir tenté le tout pour échapper à l'arrestation et à une mort certaine, sans doute peu avenante. Telle est du moins la version la plus couramment admise du drame, notamment celle mise à flot par Zhou Enlai et ses héritiers spirituels, aujourd'hui au pouvoir à Pékin. Le bon, Zhou Enlai, serait parvenu à triompher de la brute, Lin Piao, laissant à son successeur Deng Xiaoping le soin de liquider plus tard les truands, Chang Qing et sa bande des 4, qui auraient manipulé un Mao en déclin. Pourtant, une autre version, troublante, circule dès aujourd'hui sous le manteau en Chine, une version dans laquelle Lin Piao apparaît comme un personnage bien plus complexe. Quel est donc le vrai visage de Lin Piao? Le maréchal était-il aussi gauchiste qu'il le prétendait? Rien n'est moins certain. On l'a vu dans les années 1950, années de disgrâce, sa réputation était exactement inverse, celle d'un technocrate de la guerre, un peu étranger à la vie du parti et proche des soviétiques. Ici arrivent au début des années 90 de fort intéressantes informations en provenance de Taïwan. Lin Piao, qui admirait Chiang Kai-shek, aurait entretenu une correspondance secrète avec le chef du Kuomintang dès les années 1960. Il jouait double jeu et aurait permis à son vieux maître de tout faire pour rapprocher un jour les deux Chines ennemies. Mieux, l'ancien chef des services secrets du Kuomintang a assuré au professeur Chong Pingling, un historien de Taïwan, que Chiang aurait pleuré à chaudes larmes à l'annonce de la mort de Lin. Des sources russes confirment par ailleurs que Lin aurait cherché à rassurer les soviétiques sur ses intentions. Enfin, en 1995-96, a circulé en Chine un soi-disant programme attribué à Lin Piao qui aurait abouti à des réformes aussi profondes que celles qu'entreprendra Deng Xiaoping après 1978. Ces différentes révélations suffisent dès maintenant à jeter le doute sur certains éléments de l'affaire. Seigneur de la guerre, hautain et pragmatique, Lin Piao n'a occupé le terrain de la gauche que pour se débarrasser de son rival, Peng Dehuai. Embarqué dans une révolution culturelle qui a fini par le terroriser comme tout le monde, il s'est efforcé d'y faire bonne figure, tout en maintenant la cohésion de l'armée, afin sans doute de préparer les voies d'une dictature militaire pour l'avenir.
Mais la haine personnelle qui l'opposait à Chou En-lai depuis 1943 l'empêchait de faire cause commune avec le Premier ministre. Très patriote, il craignait en outre qu'une vraie guerre civile, dont on approchait dangereusement en 1967-68, ne fasse éclater le pays. C'est sans doute la raison pour laquelle il avait entrepris, avec succès, une diplomatie secrète vers les soviétiques et peut-être, si Chong Ping-ling a raison, avec Chiang Kai-shek. Après tout, Staline et Chiang l'avaient sincèrement admiré. Si tel fut bien le cas, Lin Piao serait alors le grand méconnu de l'histoire chinoise récente, et sa démarche bien dans la ligne des Russes chinoises classiques. Mais nous, comme occidentaux, pouvons tout de même préférer la victoire de Chou En-lai, qui, en rapprochant Mao et Nixon au lieu du mariage Lin Piao-Brejnev, a aussi permis de renverser le cours incertain de la guerre froide.